Si vous naviguez un peu sur Internet, vous avez sûrement remarqué beaucoup de publicités sur des services de VPN qui existent par-ci, par-là. Il y a Mozilla, il y a NordVPN, il y en a tout plein. Ça, c'est tous des services qui permettent de prendre le trafic local sur votre ordinateur et l'envoyer à une autre machine où est-ce que c'est envoyé par la suite sur Internet. Et tous les serveurs sur lesquels vous vous connectez vont penser que c'est le serveur de Mozilla, OpenVPN, même Google aussi, n'importe quel service que vous utilisez. Il va penser que c'est cette machine-là qui se connecte avec eux. Le problème avec ça, c'est que souvent, toutes ces machines-là sont connues des différents services qui veulent les bloquer. Alors, ils pourraient très bien être bloqués. Mais un VPN, ça peut servir à plein d'autres choses aussi. Par exemple, si vous avez des services locaux sur votre réseau à la maison, par exemple partage de fichiers, Plex ou d'autres choses comme ça, vous n'avez pas accès à ces ordinateurs-là à distance, à moins que vous exposez ces ordinateurs-là à Internet, ce qui peut être risqué, il faut être sûr de mettre tout à jour. Alors, en utilisant un VPN que vous installez vous-même dans votre réseau local, là, ça va permettre aux ordinateurs, quand vous êtes à l'extérieur, de se connecter sur le VPN et d'avoir accès à ces machines-là. En plus de ça, vous pouvez aussi décider que tout le trafic que vous allez envoyer par ce VPN-là va être redirigé sur Internet. Par exemple, si vous voulez partager votre compte Netflix, maintenant, il regarde où est-ce que vous habitez. Alors, si votre maison principale, c'est par là que vous vous connectez sur Netflix, bien, vous pouvez utiliser votre compte à distance en passant par votre réseau local et ensuite en allant sur les serveurs de Netflix. Comme ça, il va penser que tout ce trafic-là provient de chez vous. Et aussi, si vous êtes, par exemple, dans un café, mettons, Tim Hortons, vous avez accès à un Wi-Fi, ben, pour plus de sécurité, vous pouvez tout envoyer votre trafic Internet à votre réseau local, ce qui permet après ça de toujours avoir l'air de naviguer à partir de chez vous. Donc ça, c'est plusieurs choses que vous pouvez faire avec un VPN. Puis justement, ce qu'on va faire comme démonstration, ça va être de créer un serveur sur DigitalOcean. Je vais installer le OpenVPN là, et ensuite, on va, à partir de notre machine Windows, se configurer pour passer dans cette machine-là, et je vais tout montrer comment configurer pour transiger tout le trafic d'Internet à partir de cette machine-là. Il y a aussi tout plein d'autres serveurs VPN qu'on peut utiliser. Par exemple, si vous avez juste des machines Windows, vous pouvez utiliser le service de Windows qui est sur votre machine. Je pense que c'est juste la version Pro, par contre, qui l'a. Alors, il faudra juste vérifier. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Sinon, il y a OpenVPN. C'est un petit peu dur à configurer, par contre. Sinon, il faut utiliser aussi Tailscale, qui est un service qui est gratuit, qui permet de configurer ça pour vous. Puis, il y a d'autres serveurs de même. Mais là, on va se focusser sur OpenVPN. Alors, allons-y. Pour commencer, on va se créer une machine sur DigitalOcean. Si vous n'avez pas un compte DigitalOcean, vous pouvez utiliser le lien que j'ai mis dans mon article. Avec ce lien-là, vous allez avoir 200 gratuits à utiliser pour votre machine. Alors, vous allez pouvoir tester avec ça. Alors, je vais rentrer mes informations. DigitalOcean. Alors, je vais créer une machine et je vais prendre le plus petit qu'il y a. On peut choisir où est-ce qu'on veut. Je vais le prendre proche de chez moi, donc à Toronto. Ensuite, Ubuntu. Je vais prendre la dernière version qui est Long Term Support. Ensuite, comme machine, on va prendre ceux qui sont réguliers. On ne veut pas quelque chose de cher juste pour tester. Alors, 1 GB de RAM, un CPU. Ensuite, je vais prendre ma clé personnelle. Je vais garder ce nom-là, c'est pas important. Je vais le mettre dans le projet Foilin, c'est correct. Donc là, ce que j'attends, c'est que l'adresse IP apparaisse. Comme ça, après ça, je vais pouvoir me connecter dessus. Donc là, on la voit, elle est apparue ici. Je vais la copier. Là, je vais aller dans mon Linux. On y va avec SSH.
L'utilisateur, c'est root, commercial, avec l'adresse IP. Connexion est refusée, ça veut dire qu'elle est en train de démarrer. Bon, alors là, je vais réessayer. Oui, j'accepte. Et je suis à l'intérieur. Là, présentement, la machine a juste Ubuntu dessus. Il n'y a pas grand-chose. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer par installer certains logiciels de base. Vous pouvez regarder ce que c'est. Copier-coller directement de l'article. Alors, on met à jour la liste des fichiers. Puis après ça, je vais installer curl, less, nettools, rsync, vim, wget. On n'a pas besoin de tout ça, mais quand même, j'aime bien avoir ces outils-là lorsque nécessaire, plutôt que de les installer un par un lorsque j'en ai besoin. Donc là, il est en train de tout télécharger. Et ensuite, là, il est en train d'installer. Ça devrait plus être bien long. OK. Oui, c'est correct que ça démarre. Certains services, ça ne me dérange pas. De toute façon, je vais redémarrer la machine aussi éventuellement. Encore. Oui. Pas important. Bon, voilà. Là, il est fini. Là, ce que j'aime bien faire aussi sur les machines de DigitalOcean, c'est que si on regarde free, -m pour la mémoire, h pour les zips par un humain, j'ai choisi une machine virtuelle qui avait un seul gig de RAM. Alors, c'est pas beaucoup. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter du swap. Donc là, ce que je vais faire, c'est rajouter 10 fichiers de swap avec ces commandes-là. Et là, on peut aller voir justement ce que ça a fait. Si on va dans cd/var, je fais ll, on peut voir 10 fichiers tout de 1 gig. Si je fais ll-h, on va voir, voilà, c'est bien écrit 1 gig. Et après ça, ce que ça a fait aussi, c'est le configurer comme swap, l'activer comme swap maintenant, mais aussi le rendre persistant dans fstab. Donc, à chaque redémarrage, il va quand même utiliser ces fichiers de swap-là. Au lieu d'en créer un seul de 10 gigs, j'aime bien en créer plusieurs de 1 gig. Comme ça, si je veux avoir plus d'espace à mener, ben, je peux enlever 1 gig par-ci par-là. Donc, ça permet de jouer plus facilement. Donc là, rendu là, je vais juste faire un reboot pour être sûr que tout va bien. Donc, je vais attendre à peu près 1 ou 2 minutes le temps que ça redémarre. Puis je vais me reconnecter. Ça devrait être prêt. On y va. Bon. Maintenant que la machine de base est créée, là, c'est là que le fun commence. Je vais commencer par installer OpenVPN et AZRSA. Bon, OpenVPN, bien sûr, c'est ça qu'on va installer, mais pourquoi AZRSA? C'est parce que OpenVPN, pour gérer les utilisateurs, on n'utilise pas des noms d'utilisateurs mots de passe, on utilise des certificats. C'est ça la partie qui rend le tout plus complexe, parce que là, il faut gérer les certificats, il faut donner les certificats à nos utilisateurs. Donc, c'est ça. On joue pas mal. Alors, une fois que ça va être installé, la première chose qu'on va faire, ça va être de créer les certificats. Donc, voilà, ça c'est prêt. Donc, créer un répertoire qui s'appelle dans /etc OpenVPN AZRSA. Si on regarde, OpenVPN existe déjà avec client, serveur. Là, on a AZRSA qui est présentement vide. On va utiliser AZRSA pour le configurer, donc init pki. Si on regarde ce que ça a fait, ça crée un répertoire PKI. Si on fait un find là-dessus, on peut voir comme une configuration de base, mais on n'a encore rien. Là, on va créer un Certificate Authority. Okay. Ça a mal copié. Voilà. Donc, la façon que ça fonctionne pour les certificats, c'est qu'on a un Certificate Authority. Lui, il va signer les autres certificats.
Donc, on va créer un certificat par utilisateur et lui, il va le signer. Ce qui permet ainsi de dire à OpenVPN, lui, c'est le Certificate Authority. Tout ce qu'il a signé comme certificat a le droit d'accéder au service. Puis après ça, si on regarde dans les logs, on va pouvoir voir c'est lequel certificat qui a été utilisé. Donc, on peut savoir qui se connecte quand. Et des choses comme ça. Étant donné qu'on utilise les certificats pour authentifier les gens, c'est une bonne pratique de mettre un mot de passe sur le certificat. Comme ça, si quelqu'un vole le CA, dans ce cas-ci, il vole, il ne pourra pas se créer des utilisateurs parce qu'il va avoir besoin du mot de passe. Alors là, je vais en créer un mot de passe. Je vais utiliser QWERTY. Je vais utiliser quelque chose de mieux que ça. Après ça, il demande des informations. Donc, ça, c'est ce que vous voulez parce que ça ne dérange pas. Donc, on peut laisser ce qui est par défaut. Là, il dit, il l'a créé. Maintenant, si je fais encore un find, là, on peut voir, ça, c'est la clé du CA. C'est celle-là qui est encryptée. À part de ça, on a le certificat du CA qui est là. C'est ça qui est important qui est public en tant que tel. Donc, tout le monde peut voir ça, il n'y a aucun problème. Par contre, la clé, il faut la garder cachée, même s'il y a un mot de passe dessus. Et puis maintenant, on peut créer un premier... Non, j'allais dire un premier utilisateur, mais non, à cette étape-ci, là, on va créer l'utilisateur qui est OpenVPN lui-même, parce que OpenVPN aussi a besoin d'un certificat. Donc là, on va créer un server, certificat qui est pour le server. Puis on va l'appeler OpenVPN, ça va être le nom du fichier. Et plutôt des fichiers qu'il va créer, parce qu'il crée un fichier pour le certificat, un fichier pour la clé, etc. Alors on y va. Lui aussi demande un mot de passe. Alors, je vais dire... je vais l'appeler master. Master. Là, ensuite, il demande la clé du CA. Donc ça, c'est ce qu'il y avait QWERTY. Donc là, maintenant, il l'a signé. Alors, signature OK. Le command name, c'est OpenVPN. Parfait, c'est ça que j'ai dit. Et puis voilà. Bon, maintenant, je vais créer un utilisateur qui va s'appeler Simon Desktop. Donc là, on fait un build client. Donc, ce client-là peut se connecter sur le serveur. Les deux partagent le même Certificate Authority. J'appelle Simon Desktop parce que là, ça va être mon ordinateur de bureau, mais je peux en créer un justement différent pour mon portable et un autre pour d'autres périphériques. J'en fais un par périphérique parce que dans OpenVPN, on peut décider si on veut que chaque utilisateur puisse se connecter une seule fois en même temps. Donc, on peut avoir deux utilisateurs différents en même temps, mais pas le même utilisateur plusieurs fois. Comme ça, on est sûr de savoir qui se connecte. Puis si on veut révoquer un utilisateur en tant que tel, on peut révoquer un périphérique comme ça. Mais bon, ça c'est à votre convenance. Voilà, là je choisis c'est quoi le mot de passe. Comme ça va être ma machine Windows, j'appelle Windows. Utiliser des vrais mots de passe. Ça c'est vraiment juste pour la démonstration. Donc là, il demande encore le Certificate Authority. Donc ça c'était QWERTY. Et voilà. Maintenant, si je fais un find, là on va voir qu'il y en a plus. Le certificat, ça c'est des requêtes, donc ça c'est pas important. On a le Certificate Authority ici. On a les certificats pour le serveur et pour mon utilisateur. On a les clés ici, donc la clé du CA, la clé du serveur, la clé de mon utilisateur. Ça va être important parce qu'il va falloir qu'on le donne à l'utilisateur. Et puis, c'est pas mal tout. Donc, je ne crée rien de plus. On y va avec ça. Bon, alors maintenant, on va aller configurer OpenVPN. Ça va donc dans etc OpenVPN Server et il n'y a absolument rien ici. Un des trucs qu'on va configurer, ça va être une clé d'encryption. Parce que ce qu'on veut, justement, c'est que ce soit privé. Donc, tout le trafic qui va passer dans OpenVPN va être encrypté. Puis pour ça, on a besoin de générer en utilisant OpenSSL, défi Hellman. On met une clé de 2048 bits. Là, il choisit une clé au hasard, il la génère.
Et maintenant, si je fais LL, on peut la voir ici, la clé. Donc, c'est bien. Et là, ce qu'il reste à faire, c'est créer un fichier de configuration. Je copie ça ici. Et puis là, on va juste la regarder un petit peu. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je l'ai mis ici. Je vais juste le déplacer. MV dans Server. Bon, voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Wow. Je ne ferai pas de copier-coller. C'est bon. OK. Alors, on lui dit d'écouter sur ce port-là. Ça, c'est le port par défaut de OpenVPN. On peut changer comme on veut. Utiliser le protocole UDP. Ça, c'est le plus efficace dans ce cas-ci. Si vous avez des problèmes avec votre connexion qui n'arrête pas de lâcher, vous êtes mieux d'aller sur TCP dans ce cas-là. Ensuite, on dit que ça va être une interface qui va s'appeler TUN. Ça, c'est l'interface virtuelle de réseautage. Puis là, ensuite, on spécifie les informations à propos de ce serveur-là pour ce qui est de gérer l'utilisateur. Donc, on a le Certificate Authority. Ça, c'est son certificat, donc c'est ce qui est public. On a le certificat du service. On a la clé du service. Puis là, ça, c'est le petit truc qui est un peu négatif, c'est qu'à chaque fois que vous allez le démarrer, votre OpenVPN server, il va falloir que vous rentrez votre clé d'encryption que vous avez mis. Donc, dans ce cas-ci, c'était master. Donc, il va falloir que vous la rentriez à chaque fois. Donc, si vous redémarrez votre machine, vous devez redémarrer le service, vous devez rentrer votre clé encore. Plutôt votre mot de passe pour débarrer la clé. Ensuite, on a le défi Hellman qui est ici. Ensuite, on dit juste quand les gens vont se connecter, ça va lui donner une adresse IP dans ce sous-réseau-là. Ensuite, il garde les informations de qui avec quel IP pour essayer de redonner le même IP à chaque fois. Là, ici, c'est optionnel. Ça, c'est pour dire au client tout votre trafic Internet, vous pouvez le repasser par moi. Donc, si votre but, c'est simplement de donner accès localement à tout votre réseau local, donc toutes les machines, vous avez accès, mais pas transiger tout l'Internet de quelqu'un par votre réseau, ce qui peut prendre beaucoup plus de bandes passantes, vous ne mettez pas ça. Vous allez leur donner accès directement en utilisant OpenVPN. Après ça, le trafic, vous ne le faites pas aller là. Pour notre cas, on fait tout passer le trafic à cet endroit-là. On choisit Keep Alive. Ça veut dire la connexion reste ouverte combien de temps lorsqu'il n'y a pas de flux qui passe. Donc, s'il n'y a aucune information qui arrive à passer, ben, on coupe la connexion après 60 secondes. Ça, si vous avez justement un problème, votre connexion Internet est plus lente, a de la misère à fonctionner, vous pouvez mettre les chiffres plus haut ici. Ensuite, vous choisissez comment vous voulez encrypter. Et puis, après ça, comment que OpenVPN, c'est quel utilisateur qui va le faire rouler. Dans ce cas-ci, on choisit Nobody. Donc, si jamais quelqu'un arrive à exploiter OpenVPN, le serveur, ben, en ce temps-là, il va avoir les permissions de cet utilisateur-là, Nobody. Donc, normalement, il n'est pas censé avoir beaucoup de permissions sur la machine, ce qui est donc une bonne fonctionnalité de sécurité. D'accord, on va continuer. Statut. Bon, ça, c'est les logs. C'est parfait. On laisse ça comme ça. Ensuite, là, ce qu'on veut faire, c'est tout le trafic Internet s'en va dans le tunnel VPN. Ça arrive sur notre serveur. OpenVPN, après ça, lui, ben, il reçoit justement l'information de on veut aller à telle adresse IP qui est sur Internet. Puis là, ça bloque. Là, ce qu'il faut faire, c'est dire à Linux que oui, on permet de transiger tous ces paquets-là. On les fait rerouter sur un autre réseau. Donc là, ce qu'on veut, c'est le faire rerouter sur le vrai réseau. Alors, il faut trouver c'est quoi le nom du vrai réseau. Pour ça, on fait IPA. Et ensuite, on regarde lequel est notre adresse IP.
Ça, c'était l'adresse IP. Celle-là, ça, c'est une qui est privée à l'intérieur de DigitalOcean. Donc, si vous voulez transiger l'information entre deux machines dans DigitalOcean, c'est plus efficace d'y aller par le réseau privé. Mais là, nous autres, on parle du réseau Internet. Donc, c'est celui-là ici. C'est donc ETH0. Dans le cas de DigitalOcean, ça devrait toujours être la même chose, mais si vous êtes à votre ordinateur sur votre serveur chez vous, ça pourrait être différent. Alors là, on prend ces deux variables-là. Le TUN, si on l'avait vu ici, devtun, donc ça va prendre le prochain qui est disponible, qui est le 0. C'est lui ici. Et après ça, la carte normale, c'est le ETH0. C'est ça qu'on a choisi. Alors, mettez la bonne valeur si elle est différente. Et après ça, on utilise iptables. Ça aussi, c'est pas persisté entre les redémarrages. Alors, soit que vous mettez dans un script ou soit que vous réécrivez. Étant donné qu'il faut tout le temps le démarrer, l'OpenVPN aussi manuellement, ben, moi, je garde toutes mes commandes que je copie-colle à chaque fois. Ça dit d'envoyer tout ce qui vient de celui-là. On l'envoie à celui-là. Puis ça, c'est accepté. Puis ça continue comme ça. Alors, ça crée en gros que notre OpenVPN devient un NAT. Ça, c'est tous des détails de réseautique. Là. Je ne veux pas aller là-dedans nécessairement maintenant, mais ça fonctionne. C'est ça l'important. Et puis maintenant, dernière étape pour le serveur, c'est de démarrer OpenVPN. Donc, on lui dit de démarrer avec ce fichier de configuration-là. Maintenant, il demande de rentrer notre mot de passe pour débarrer notre clé privée. C'était master. Et voilà, c'est prêt. Là, ce qu'on va faire, c'est préparer le fichier d'importation pour notre utilisateur. Donc, parce que là, moi, je vais installer OpenVPN sur Windows. Après ça, il faut que je puisse avoir un nom d'utilisateur. Donc, ça, on peut juste donner un fichier qui a tout dedans. La configuration pour se connecter. On a le CA, on a la clé et le certificat de cet utilisateur-là. Tout est dedans. Il faut juste donner après ça le mot de passe pour qu'il débarre la clé. Alors, pour ce faire, on va créer un fichier. Ici, new text. Je donne le même nom, Simon Desktop. Puis on met l'extension OVPN. Comme ça, ça va être connu par OpenVPN quand on va l'avoir installé. On dit oui. Après ça, je peux l'éditer avec Notepad++. C'est ici, voilà. Et puis là, je vais juste copier ici. Donc ça, vous pouvez le trouver dans l'article. Et là, ce qu'on va faire, c'est changer toutes ces parties-là. Et aussi ça ici, c'est vrai. Juste ouvrir un autre tab. En adresse IP. La copie. SSH root. Et vu que j'ai l'adresse IP, on va le mettre ici. Donc là, on peut voir qu'on avait choisi UDP et on a choisi ce port-là. Alors, si vous avez changé quoi que ce soit dans ces valeurs-là, n'oubliez pas de le changer ici. Ensuite, le cipher aussi, on a choisi le même du côté serveur. Donc, il faut vraiment que tout fonctionne ensemble des deux côtés. Là, ça va nous prendre notre CA. Alors, si on va dans etc, OpenVPN, easy RSA, find avec grepCA. Maintenant, on peut voir les noms facilement. Alors là, ce qu'on veut, c'est pas la clé, on veut juste le certificat. Donc, copier ça. Faire un 4. Je n'ai pas copié. Voilà. On copie tout l'intérieur. Voilà. Ensuite, le certificat pour notre utilisateur. Donc, encore un find grep Simon. Ça, c'est la requête qui est signée par le CA. Ça ne nous intéresse pas. On a la clé, on a le certificat. On va
faire un less dessus. Ah non, il est trop long. Faire un 4. Je pense qu'on peut juste prendre ça ici. On n'aura pas besoin du haut, mais vous pouvez garder le haut. Ouais. Moi, ça, je l'avais gardé dans le passé, parce que comme ça, on voit vraiment c'est quoi le sujet. Ça ne dérange pas, alors. Tiens, on va tout copier ça. Ici, juste en regardant le fichier, on peut voir de l'information qui est lisible par un humain, suivi du certificat lisible par les ordinateurs. Ensuite, ce qu'on veut, c'est la clé. Alors, un 4. On copie ça. On le colle. Et puis voilà, là, vous pouvez donner ce fichier-là à la personne qui va vouloir se connecter. Essayez de ne pas mettre le mot de passe aussi dans le même courriel. Peut-être envoyer d'une autre façon ou le dire par téléphone c'est quoi le mot de passe. Sinon, ben, n'importe qui le voit va pouvoir l'utiliser. Et puis maintenant, on va installer OpenVPN. Alors, on s'en va sur openvpn.net. On va être dans Get Started. Ça. Ouais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels différents. Je propose parce qu'il y en a qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Bon, OK. Utilisez le lien que j'ai mis dans l'article, le Community Download, ça va être plus simple. Parce que si vous voulez, c'est la version qui est gratuite, donc celle de la communauté. Puis là, vous choisissez le Windows 64 bits. Ouvre. Voir c'est quoi les options. OK, c'est ça. Il donne un UI, ça c'est bon. On n'a pas besoin du Easy RSA. Ça, c'est si vous voulez l'utiliser comme serveur, parce que vous pouvez aussi configurer votre ordinateur Windows comme étant le serveur, si vous voulez, avec ça. Puis là, vous allez avoir un GUI. Peut-être que ça va aider, mais je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas utilisé. Alors, on installe ça. Okay, bon, ça, c'est pas important. C'est sûr, ça n'existait pas. Donc là, je vais juste le faire apparaître tout le temps. Alors, je vais aller dans les taskbar settings. Other System Tray Icons. On. Donc maintenant, on le voit toujours en bas ici. Et on voit qu'il est en gris. Donc, il n'est pas connecté. On peut importer des fichiers, on peut gérer les settings, mais on l'a ici aussi, puis on peut tout simplement double-cliquer dessus. Et vous importez ce profil-là. Oui. Si je clique droit, là, on peut se connecter. Bon, avant de se connecter, on va vouloir tester si ça fonctionne vraiment. Alors, je vais juste ouvrir. Et je vais aller sur checkip.foilen.com. Donc ça montre mon adresse présentement. Donc ça, c'est chez moi. Ça change tout le temps. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de vous la montrer parce que dès que je redémarre le modem, ben, je vais avoir une nouvelle adresse IP. Donc ça ne sert à rien que vous la gardiez. Donc ça, c'est celle qu'on a maintenant. Puis, je vais les ouvrir comme ça. On n'aura pas besoin de s'en souvenir. Je vais juste rafraîchir celle de droite une fois qu'on va être connecté. Si ça fonctionne, alors on se connecte. Quel est le mot de passe? Est-ce que j'avais mis Windows? Si je ne veux pas avoir tout le temps le rentrer, je peux faire sauvegarder le mot de passe. Voilà. C'est vert, c'est connecté. Là, si tout va bien, je vais faire un F5. Oh, surprise, surprise, tout ne va pas bien du premier coup.
OK, peut-être que c'est... Ouais, c'est ça, OK. Alors, on va se déconnecter. On va retourner sur le serveur ici. D'après moi, le problème, c'est les IP tables. Peut-être qu'ils ne fonctionnaient pas parce que on n'avait pas encore démarré OpenVPN. Donc, le Virtual VPN, le TUN0, ne devait pas exister à ce moment-là parce que je ne l'avais pas encore démarré. Si c'est le cas, je vais juste changer l'ordre. On va essayer. On fait ça comme ça. Bon, mon ordinateur a planté en plein à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que l'écran est rendu noir. Bon. Alors, je vais me connecter. OK. Là, ça ne se connecte pas. Je pense que c'est parce que mon serveur VPN s'est déconnecté puisque c'était dans la connexion courante. Ça. Si je fais PSAUX, ça montre tous les processus qui roulent. Alors, si je fais juste un grep sur OpenVPN, ça, il n'y a absolument rien qui roule. Donc, tiens, justement, un truc intéressant, c'est si vous faites un screen, là, vous n'aurez pas le problème, vous allez pouvoir fermer votre connexion SSH, puis vous allez rester connecté. Il va rester ouvert. Alors, je vais le rerouler. Passe. Donc, ça, c'est le mot de passe de la clé OpenVPN qui est master. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si vous êtes dans Screen, vous pouvez faire CTRL-A, CTRL-C. Ça vous permet de créer une autre fenêtre ici. Donc, vous pouvez toujours retourner avec CTRL-A. Si je fais 6, par exemple, si c'est une fenêtre qui n'existait pas, alors ça va me montrer qu'il y a la 0 et la 1 qui existent. Je suis sur la 1. Alors, si je retourne à CTRL-A, 0, je reviens au serveur VPN. Puis si je fais CTRL-A, 1, je suis sur mon autre. Alors, si je fais le IPA, ouais, c'est ça. Ça devait être le IP Tables qui avait des problèmes parce que le TUN 0 n'existait pas. Là, le TH0, c'est toujours la même chose. Alors, on recommence avec copier. Donc, de TUN 0 à ETH0. Les IP Tables. Ah, bon, il est déjà connecté. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Alors, je vais rafraîchir cette page-ci. Et on devrait voir la page du serveur si tout va bien. Bon, toujours pas fonctionnel. Une autre chose que j'avais oublié pour pouvoir relayer, c'est que si on regarde dans Proxysnet IPv4 IP Forward, par défaut, c'est 0. Donc, justement, Linux ne permet pas, même si on configure IPTables, ça ne permet pas de le faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rouler cette commande-là. Ça va l'activer de façon temporaire. Alors, si j'ai fait un 4, là, on retourne à 1 et ça devrait fonctionner ce coup-ci. Je fais connecter les groupes et puis là, je vais rafraîchir cette page. Et là, on voit que ça fonctionne. Alors, j'avais cette adresse IP-là. Maintenant, j'ai celle-ci. Donc là, si je m'en vais naviguer sur n'importe quel site web, il va voir comme si j'étais cette nouvelle machine que j'ai créée. C'est l'adresse IP de cette machine-là qui est affichée partout. Alors, comme vous avez pu voir aussi, après ça, on peut se déconnecter tout simplement en cliquant droit et faisant disconnect. Et on se reconnecte n'importe quand en faisant bouton droit, connect. Puis comme ça, on peut décider quand est-ce qu'on veut que le trafic soit redirigé ou pas, en l'activant ou en le désactivant.